Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. D'autres attentats étaient-ils prévus après ceux commis en janvier 2015 et ensuite en novembre au Bataclan? C'est l'une des questions au cœur du procès de ces attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. On en parle avec Bernard Godard. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été membre des renseignements généraux français au sein des cultes, on va le voir. Vous êtes spécialiste de l'islam en France, une question sur laquelle vous travaillez depuis les années 1990, notamment la montée de l'islamisme et de la radicalisation en France. Alors les terroristes sont morts concernant ces attentats de janvier 2015. Quels sont selon vous les enjeux de ce procès ? Mais les enjeux de ce procès, c'est de refaire un petit peu le film de ce qui s'est passé, des responsabilités des autres, et peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir dans ceux qui restent, qui sont jugés, à quel point finalement ceux qu'on avait dit être simplement l'initiative de 2-3 personnes, Koulibaly et les frères Kouachi, à quel point ils étaient insérés dans un réseau beaucoup plus large. Et peut-être qu'effectivement, on va apprendre des choses sur les donneurs d'ordre, de savoir un petit peu quel était le lien de ces frères Kouachi avec un donneur d'ordre éventuel. Peut-être va-t-on apprendre certaines choses. Oui. Oui. Ceux qui ont commis ces attentats sont français, ils sont nés en France. Vous, à l'époque, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit en voyant ces attentats? Beaucoup de Français avaient dit comment on a pu voir venir. Alors, bon, si vous voulez, je dirais pas que ça m'a pas surpris, mais je vais vous dire franchement ce que j'ai dit le jour où c'est arrivé. J'ai dit ah ben ils l'ont fait. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Ça veut dire que dans votre esprit, dans un coin de votre tête, il y avait possibilité... Dans un coin de la tête, il y avait quelque chose, il y avait une menace, tout simplement parce que moi j'ai suivi de très près tout ce qui concernait les affaires de Charlie Hebdo depuis 2005. C'est-à-dire déjà depuis les affaires de Jyllands-Posten, c'est-à-dire des caricatures... Le caricaturiste danois. Danois, et effectivement ensuite le procès de 2007, qui avait été un moment très important, quand même, qu'il faut rappeler. Et ensuite, si vous voulez, les différentes péripéties au cours desquelles Charlie Hebdo avait, en particulier, je crois que c'est en 2012, avait publié une espèce d'une bande dessinée de Charb, et qui, effectivement, se voulait... Non, de la part de Charb, ce n'était pas du tout pour stigmatiser la religion musulmane, mais tel que c'était présenté, ça situé pour les gens qui ne connaissaient pas Charb et Charlie, ça s'est situé dans une aggravation. En tout cas, pour vous, Charlie Hebdo ciblé, pour vous, ce n'était pas une surprise. On va voir justement si l'ampleur des attentats l'a été. En tout cas, en attendant, on va s'intéresser aux grands absents de ce procès. Il y a les frères Belhoussine qui sont probablement morts, mais prudence, difficile de le dire. En tout cas, Ayat Boumedienne, elle, serait bel et bien en vie. Il s'agit de l'épouse religieuse d'Amédi Koulibaly. Elle se trouverait actuellement en Syrie. Les précisions d'Adélie Floch. C'est la femme la plus recherchée de France. Ayat Boumedienne, l'épouse du terroriste Amédi Koulibaly, porte dans sa cavale les derniers secrets des attentats de Montrouge et de l'Hyper-Cacher. Voici les dernières images connues de la jeune femme le 2 janvier 2015. Une semaine avant l'attaque meurtrière de son mari, elle embarque à Madrid direction Istanbul. Arrivée en Syrie, elle disparaît des radars. À travers les dossiers d'instruction, on arrive toujours à entendre parler de tel ou tel djihadiste, quel que soit son degré de célébrité. Ayat Boumedienne, jamais. Il y a une raison toute simple pour laquelle elle échappe à la justice, c'est que dès son arrivée en Syrie, elle a été mise sous cloche, si j'ose dire, par l'État islamique qui a compris tout l'intérêt qu'il avait de la valeur symbolique que représentait Ayat Boumedienne. Au sein du califat, la djihadiste est célébrée. Le magazine de propagande Dar al-Islam lui consacre 2 pages, le premier article sur une femme. L'épouse de martyr semble mener une vie fastueuse. Les seules informations qu'on va avoir, c'est à travers des communications interceptées qu'elle va être autorisée à passer à ses proches, où elle dit mais je suis accueillie comme une princesse, j'ai une maison comme tu n'en aurais jamais vu, c'est extraordinaire, tout va bien. Depuis ces rares communications, il y a plus de 4 ans, plus un signe de vie de la part d'Ayat Boumedienne. En Syrie, certains, comme la femme du djihadiste Jean-Michel Klein, la disent morte, probablement pour la protéger. Ayat Boumedienne, tu le connais? Qui? Ayat Boumedienne. Oui. Elle est où? Elle a été tuée. Elle était tuée? Oui. Quand? Je ne sais pas, mais je sais que tout le monde a été tué.
Mais fin 2019, coup de théâtre, une djihadiste présumée rentre de Syrie et l'affirme, Hayat Boumedienne serait bien vivante. Elle se serait échappée de ce camp syrien d'Alol tenu par des Kurdes. Ici, plus de 65 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont détenues. Alors Hayat Boumedienne est-elle en vie, oui ou non? Ce matin, le ministre de l'Intérieur reste vague. Elle est en vie, selon les informations de BFM Télé ce matin, elle est en vie. Est-ce que vous confirmez? La question est de savoir si tous les moyens sont mis par l'État français et la coopération internationale policière pour la retrouver. La réponse est oui. Aujourd'hui, alors que s'ouvre le procès des attentats de janvier 2015, Hayat Boumedienne est l'une des grandes absentes sur le banc des accusés. Elle sera jugée par défaut. Bernard Godard, très franchement, dites-le nous ce soir, est-ce que vous qui avez été sur le terrain au sein des renseignements généraux, vous pensiez qu'une femme, une jeune femme, pouvait devenir djihadiste? Oui, c'est pas choquant dans le sens, dans d'autres cadres terroristes, il y a eu des femmes. Mais dans ce cadre précis, c'est un fait nouveau en France? Si j'essaie de revenir en arrière, on a eu des femmes qui ont assisté effectivement leur mari ou des compagnons, mais c'est vrai que c'est relativement nouveau, oui. Oui. Est-ce que vous avez vu cette jeunesse se radicaliser et être embrigadée? Alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que souvent on dit que la radicalisation, finalement, c'est un passage direct. Il y en a qui soutiennent cette thèse, et qu'en fait, il y a un phénomène de violence naturelle pour des raisons de griefs divers, et que ces gens-là, finalement, il y a une offre, on va dire, islamiste radicale, et qu'ils la prennent, et que ça nourrit leur violence. Ouais. D'autres vous diront, non, finalement, ils rentrent dans un processus qui est un processus de retour à la fois pour certains, ou carrément d'adhésion à la foi quand c'est des convertis. Ouais, mais justement, comment vous faisiez sur le terrain concrètement? On a du mal à comprendre, parce que Mohamed Merah, bien avant, n'était pas pratiquant. Les frères Kouachi ne le sont pas. On peut citer le Belge aussi Abdeslam concernant le Bataclan, qui est en ce moment incarcéré. Il ne l'était pas. Ils sortent, ils trafiquent. Il y a la drogue, il y a l'alcool. Comment vous faites, puisque vous-même, vous travaillez sur les cultes, au fond? C'est pour ça qu'ils échappent au radar? Non, mais si vous voulez, la proximité éventuelle de la délinquance avec du terrorisme islamiste, ce n'est pas nouveau. On a connu ça déjà dans les années 90 avec le Front islamique de salut algérien. Donc du coup, c'est pas quelque chose de nouveau. On a eu surtout en 96 le gang de Roubaix, qui étaient en fait des gens qui étaient engagés. Alors, ils étaient arrivés par la Bosnie, c'est différent, mais ce sont des gens qui se sont trouvés à commettre certains larcins, etc. Et puis, bon, après, ils ont même augmenté en violence, puisqu'ils se sont fait... ils ont fait une sorte de fort Chabrol à Lille, à Roubaix, pardon, excusez-moi, et... C'est vrai que, bon, si vous voulez, c'est pas nouveau. Donc, cette proximité de la délinquance, cette présence de la délinquance, d'éléments islamistes dans des lieux, c'est la prison. Tout le monde se pose la question, y a-t-il eu, on se la pose encore plus de 5 ans après concernant ces attentats de janvier 2015, est-ce qu'il y a eu des ratés du renseignement français, qui était pourtant réputé, s'agissant de l'islamisme, d'être un des meilleurs au monde? C'est-à-dire, c'est difficile parce que je pense que c'est pas les renseignements français. Ils travaillaient, d'ailleurs, il travaillait encore à l'époque. Il y avait beaucoup d'attentats ou d'essais d'attentats qui avaient été déjoués. Il faut pas l'oublier quand même. Bon, il avait été assez efficace, le renseignement français, lorsque ça avait après le 11 septembre ou même avant le 11 septembre. Donc, il y a une tradition, si vous voulez, de connaissance quand même de ce phénomène terroriste. Mais c'est vrai qu'il est en présence de quelque chose qui prend des proportions démesuré par rapport à ce qu'il avait connu auparavant. Ouais. Est-ce que la suppression en 2008 des renseignements généraux a été une erreur selon vous? On parlait d'un maillage, pas seulement dans les banlieues parisiennes, mais aussi dans les campagnes. On voit que ça s'est joué aussi à ces endroits-là. Vous avez cité Roubaix notamment, qui n'est pas une campagne, mais qui est quand même en province, dans les régions. Est-ce que ça a été une erreur? Oui, ça a été une erreur de le faire aussi brutalement. C'est-à-dire que dans le fond, on a carrément enlevé
Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les gens qui observent le bas du spectre en matière de radicalisation, ce sont des gens qui ne sont pas encore passés dans une phase d'organisation, qui ne sont pas passés à une phase violente. Et donc, mais il y a quand même un réservoir beaucoup plus large. Et c'est vrai que c'était le travail des renseignements généraux de suivre un petit peu tout ce phénomène. Ça a été rectifié depuis ? Oui, oui. Mais bon... ce qu'on appelle le service central du renseignement territorial n'a pas encore acquis une vraie autonomie ou de ce qu'est une direction pour, en importance, n'a pas grandi en puissance au niveau des effectifs. Vous parlez de la DCRI. On va maintenant écouter Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur. La menace, selon lui, est bien présente. Plus de 8000 personnes sont fichées pour radicalisation à caractère terroriste. Il a aussi évoqué, vous parliez des attentats déjoués, il a parlé du nombre d'attentats déjoués ces dernières années. On l'écoute. Ce travail quotidien, minutieux, sans relâche, souvent dans l'ombre, a permis de nous doter des moyens et des outils juridiques nécessaires pour lutter contre la menace terroriste persistante sur notre territoire national. Et je veux, au nom du gouvernement et de mes prédécesseurs, en remercier avant tout les parlementaires. Un chiffre pour illustrer ce bilan. Depuis 2013, 61 attentats ont été déjoués, dont 32 depuis 2017. Comment jugez-vous l'état de la menace aujourd'hui en France ? Si vous voulez, ça dépend comment on se place. C'est quand vous êtes en situation. Hein. Vous observez un petit peu la décélération Daesh, la quasi-disparition, mais dont on dit quand même qu'il y a des trésors de guerre, etc. Donc il y a quand même potentiellement des moyens de financer un certain nombre d'opérations. Il y a ensuite l'état d'esprit au sein de la population française musulmane, même s'il y a des griefs qui continuent par rapport au fait, ce sentiment de victimisation de l'islam, à tort ou à raison, hein, je ne discute pas du fondement. Bon, tout ça, ça a un peu diminué aussi, il y a eu d'autres préoccupations. Voilà. Alors il y a un vif débat depuis ces attentats. On se souvient des tribunes, chacun se répondait à coups de tribune. Olivier Roy avait dit c'est une islamisation de la radicalité, pendant que Gilles Kepel, lui, parle de radicalisation de l'islam. Où vous situez-vous ? Disons ni l'un ni l'autre, dans le sens où, si vous voulez, la formule de Gilles Kepel, moi je ne vais pas soutenir cette thèse parce que moi-même j'ai été pendant 10 ans très associé à favoriser l'expression du culte musulman en France. J'ai été très actif dans ce domaine. Donc, du coup, radicalisation de l'islam, si j'avais estimé que l'islam se radicalisait, je n'aurais pas effectué tout le travail que je fais et que je continue avec des amis à effectuer pour permettre aux musulmans d'avoir une expression, de pouvoir... non, la religion musulmane, c'est la religion musulmane. Alors après, effectivement, Gilles Kepel, c'est différent puisque lui, il a travaillé dès son travail de thèse au Caire sur les mouvements islamistes. Donc c'est vraiment sa spécialité et peut-être qu'il a une vision effectivement qu'il privilégie, qui est celle de ces mouvements-là, aussi celle de la vie politique d'un certain nombre de pays musulmans, moins maintenant, mais qui ont effectivement eu comme opposition sérieuse à un moment uniquement des islamistes. Donc il y a un certain nombre de phénomènes. Mais maintenant, il faut dire, est-ce que les islamistes sont des terroristes ou est-ce que les islamistes sont tous des gens qui conduisent à la radicalisation ? Clairement, non. Merci beaucoup Bernard Godard d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.